10 ans, Philippe de Belgique est roi depuis 10 ans. Pour quel bilan? C'est notre grand angle. Nous sommes le 21 juillet, je souhaite une excellente fête nationale aux Belges. Cette journée marque aussi les 10 ans de règne du roi Philippe. Son accession au trône avait surpris, son père ayant abdiqué. Alors aujourd'hui, le roi Philippe est plutôt bien vu. Regardez, il obtient 5,9 sur 10 selon le sondage qui est paru dans le quotidien Le Soir. Alors nous sommes en direct du Palais Royal avec Vincent Dujardin. Vous êtes historien, vous enseignez à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes spécialisé dans l'histoire de la monarchie belge. Merci beaucoup d'être avec nous. Le défilé militaire vient de se terminer ou presque. Je rappelle ces chiffres, 54% des Belges font confiance au roi Philippe, 62% jugent positivement son évolution. 10 ans plus tard, vous diriez que c'est la revanche de l'ex-prince ? Laissez passer la voiture. Mais c'est vrai qu'avant qu'il devienne roi, il était parfois discuté, il y avait des spéculations sur le type de roi qu'il pouvait être. Les sondages aujourd'hui sont bien meilleurs qu'il y a 10 ans. Au fond, il y a 10 ans, dans la presse belge, parfois on donnait en exemple, surtout dans la presse néerlandophone, le roi des Pays-Bas, qui avait 80% de popularité. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on voit que le roi Philippe a une popularité meilleure que celui du roi des Pays-Bas, qui est à 46%, d'après un sondage d'avril dernier. Et au fond, il y a effectivement eu un avant et un après 21 juillet 2013. Alors vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, mais si vous le voulez bien, on va revenir sur le parcours de ce prétendant au trône qui avait été très critiqué, comme vous nous l'avez dit. Donc ce retour, il est signé Daniel Velter pour la RTBF. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. 10 ans de règne pour le roi Philippe, un roi qui semble s'être imposé au fil des années. Très bien votre discours hier, le message. Ah oui, ça, là, bravo. C'est possible. Oui, oui, comme on dit. Pourtant, qui aurait pu imaginer de telles félicitations il y a 10 ans, lorsque le roi était encore prince et qu'il faisait l'objet de toutes les critiques, comme ici, sur ce marché anversois. Oh, dat is een nul, hè, zeg. Hij is nul? Nul. Nul. Smijt hem eruit. Die kan niet spreken, die kan niet lezen, die kan een beetje wat rondreizen en c'est tout. Une telle violence, l'ancien conseiller des rois Baudouin et Albert n'en avait pas connu. Jamais un successeur au trône n'a été scruté, critiqué, attaqué comme le prince Philippe. Jamais. Au nord du pays, cette journaliste nous le confirme, le prince effrayait. Men had de indruk dat hij niet capabel genoeg was om de taak uit te oefenen. Tout le monde annonçait en fait une catastrophe. Hein. Je veux dire, en gros, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Probablement parce qu'il y avait un certain courant qui souhaitait affaiblir la monarchie. Il est vrai qu'à l'époque, la NVA de Bardewever est en embuscade. Sans compter que la presse guette le faux pas. En tant que prince, Philippe était sorti de sa réserve en mettant en garde contre le Vlaams Belang. On l'attend, au tournant. C'était un cercle vicieux. Il savait que certains cherchaient à le critiquer. Et donc, dès qu'il y avait un journaliste, il devenait gauche. Vous serez prêt de toute façon. Gauche et terrorisé face caméra. On verra le moment venu. Mais son nouveau statut en fera un autre homme. Est-ce qu'il a changé? Je ne suis pas si sûr qu'il ait beaucoup changé. Mais c'est surtout ce cercle vicieux qui a pu devenir cercle vertueux parce qu'il a changé de fonction. De voorbije 10 jaar is zijn imago zeker veranderd. We hebben hem zien voor onze ogen veranderen van een toch wel onzekere prins in een koning die zich op zijn gemak voelt. Le roi Philippe se révèle et aussitôt dans la presse, son image change. Si je devais faire une phrase, je dirais certainement que c'est une période sans faute, à mon sens. En tout cas, il a démenti ceux qui ont pu dire qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction. Pas de faux pas donc, si ce n'est peut-être ce week-end en Thalasso après les attentats de Paris, lorsque le niveau de la menace est élevé en Belgique. Un mauvais procès. Depuis, Philippe est surtout un roi prudent. Un roi prudent. Alors nous sommes en direct avec l'historien Vincent Dujardin, en direct de Bruxelles. Un roi prudent, pas un très grand communicant, et pourtant, on l'a dit, il convainc, il est apprécié par les Belges.
Oui, c'est vrai quand on voit les commentaires de presse, notamment les interviews aussi dans l'opinion publique ces derniers jours, on voit effectivement des avis très soutenants. On voit même Bardeweve, dans la séquence, vous parliez des nationalistes flamands de Bardeweve. Eh bien, le président de ce parti nationaliste flamand disait hier à la télévision flamande que le roi Philippe avait accompli pour l'instant en 10 ans de règne, un règne impeccable, un règne irréprochable, avec aussi un très grand sens du professionnalisme. Et c'est quand même assez singulier de voir le parti nationaliste flamand, le président du parti nationaliste flamand, avoir de tels propos. Imaginez-vous en Espagne, les Catalans qui feraient de telles déclarations à propos du roi d'Espagne. C'est quand même tout à fait singulier et c'est symptomatique, je dirais, d'une presse flamande en général qui parlait d'une force tranquille, qui parlait d'un roi moderne, qui a modernisé la monarchie. Et c'est vrai qu'il a aussi modernisé sa communication. Ce ne sera jamais un Démosthène, mais la communication du palais a été modernisée. Comme vous l'avez peut-être vu, cette petite vidéo au moment du mondial, avant que les Belges ne partent au mondial de football, au dernier mondial de football, il avait diffusé une petite vidéo pour les encourager qui a fait un buzz mondial. C'était vu des millions de fois et on le voyait aussi avec son authenticité, vouloir les encourager, de l'autodérision aussi. On voyait qu'il avait pris plaisir à cette petite vidéo qui avait fait un buzz en Belgique mais aussi à l'étranger. C'est un peu le symbole de cette communication modernisée, aussi à travers les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, c'est important aussi pour mieux gérer la communication du palais lui-même. Alors justement, expliquez-nous, c'est quand même un rôle, c'est surtout un rôle symbolique pour le roi en Belgique. Mais en Belgique, on a effectivement un chef de l'État sans pouvoir. En tout cas, sans pouvoir formel. Certes, au moment de la formation des gouvernements, il peut jouer un rôle qu'il ne faut pas surestimer, mais un rôle important. Mettre de l'huile dans les rouages, donner un rythme à la négociation, donner des délais pour obliger les négociateurs de venir avec un peu de concret à la veille de ces délais. Et en 2014 comme en 2019, son rôle était fort salué. Mais pour le reste, c'est vraiment, vous l'avez dit, plutôt un pouvoir symbolique, plus qu'un pouvoir formel. Je prends un seul exemple. Le président Zelensky a eu très peu d'entretiens avec des chefs d'État étrangers pour l'instant. Oui, il était aux États-Unis, oui, il était au Royaume-Uni, oui, il a rencontré Macron, mais lorsqu'il est venu à Bruxelles pour rencontrer 27 chefs d'État et de gouvernement en même temps, il y avait tellement peu de temps forcément dans son agenda en une seule journée qu'il a rencontré ces chefs d'État et de gouvernement 3 par 3 ou 4 par 4. Il ne serait jamais venu voir notre Premier ministre au 16 rue Lalloy, qui est le siège du Premier ministre en Belgique. Il est allé de l'autre côté du parc de Bruxelles, à la place des Palais, et il a pris le temps de venir rencontrer le roi Philippe au palais de Bruxelles ici, ce qui a permis à notre Premier ministre de rencontrer seul Zelensky, ce que peu de chefs d'État, en fait, étrangers, européens même, avaient pu faire avec le président ukrainien. Voilà un seul exemple du poids symbolique qu'il peut représenter. Aussi, bien sûr, au moment des attentats, dans les moments douloureux, au moment des inondations, que ce soit lui plutôt que le Premier ministre qui se rend auprès des victimes, compte beaucoup pour les victimes parce que c'est le roi qui symbolise le pays. Et lorsque le roi et la reine rendent visite à ces victimes, c'est comme si la Belgique reconnaissait leur souffrance et la comprenait. Oui, il incarne la Belgique et aussi il joue des rôles, enfin il a un carnet d'adresses, il a joué un rôle dans la libération de cet otage belge qui était retenu en Iran. Il y a aussi le belge, l'astronaute Raphaël Liégeois, semble-t-il, il aurait joué des rôles, c'est le cas, c'est vraiment le cas ? Oui, vous avez raison, il peut donner un petit coup de pouce en certaines circonstances. Vous avez parlé de Raphaël Liégeois, vous avez parlé de la libération d'Olivier Van de Castee. Je dirais surtout avec des pays plus lointains. Je prends un autre exemple. Lorsque la Belgique a une visite d'État en Chine, c'est le roi qui préside cette visite d'État, mais il a maintenant désormais aussi invité, c'est nouveau de se réunir ici, les ministres-présidents des entités fédérées, donc des régions, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. Parce que vous savez, en Belgique, nous avons 3 ministres du commerce extérieur. Si vous arrivez en Chine avec 3 ministres du commerce extérieur en devant leur expliquer que pour vendre des vêtements à Bruxelles, c'est monsieur-là, pour vendre des vêtements en Wallonie, c'est madame-là, et en Flandre, c'est monsieur là-bas, avoir le roi qui est là, ça donne un sentiment, un semblant d'unité face à une diplomatie économique éclatée. Et donc oui, ce symbole face de représentation de la Belgique à l'étranger est important et est un atout pour le gouvernement belge. Et le Premier ministre actuel l'a bien compris. Par rapport à la visite de Zelensky, par exemple, il savait très bien qu'il ne serait jamais venu chez lui. Et c'est ainsi qu'il a très vite accepté d'aller au palais de Bruxelles. Comme les présidents américains sont tous venus, Obama, Trump, Biden, sont venus au palais de Bruxelles et pas au siège du Premier ministre. Alors que le pouvoir se trouve du côté du siège du Premier ministre, mais le pouvoir symbolique se trouve du côté du palais royal et peut effectivement constituer un atout dans la représentation de la Belgique à l'étranger.
Oui, c'est un peu le ciment aussi entre wallons et flamands, hein, si je vous comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, il réunit parfois de camps, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont des dissensions. Donc la monarchie a de beaux jours devant elle, si je vous suis bien. Mais je dirais que ça dépend de l'avenir de la Belgique. Tant qu'on veut avoir une Belgique, on aura besoin d'un roi qui, comme vous le dites justement, peut se trouver au-delà des groupes linguistiques, au-delà des partis politiques. Il n'est pas élu. Et donc, il ne doit pas faire campagne électorale pour un parti politique, pour un groupe linguistique particulier. Et c'est d'autant plus précieux au moment lors des formations gouvernementales qu'il puisse y avoir quelqu'un au-dessus de la mêlée qui nomme des informateurs, qui nomme des formateurs, qui peut recevoir aussi dans le secret du colloque singulier des informations pour aider à rendre possible ce qui est réalisable et essayer d'aider à la formation d'un gouvernement. Dans les moments de crise difficiles, ce rôle a pu être très important, comme on l'a vu en 2019, comme on l'a vu en 2010-2011, avec quand même le record mondial des 541 jours de crise avant la formation d'un gouvernement. Quand la crise est très courte et que la formation d'un gouvernement est rapide, on n'a pas besoin de l'aide du roi pour aider à former ce gouvernement-là. Mais dans ces moments difficiles, le fait d'avoir quelqu'un qui constitue une pièce sur l'échiquier politique, bien évidemment, mais qui est neutre sur le plan politique, sur le plan linguistique, c'est évidemment un atout et sans doute nécessaire tant qu'on veut avoir une Belgique. On va faire un petit parallèle avec la famille royale, mais en Angleterre. Paul Germain, notre correspondant, nous rappelait tout à l'heure dans la première partie que ça coûte pas très cher finalement, la monarchie belge, 3,50 € par an à chaque citoyen. Alors est-ce que c'est un argument justement pour les royalistes, un argument pour les 30% de Belges qui souhaitent une république ? Oui, c'est vrai que le coût de la famille royale belge est plutôt réduit. En Belgique, ce serait une présidence, ce serait sans doute plus cher rien que pour organiser les élections. C'est 3 à 4 € par Belge par an. C'est vrai que quand on voit les revenus de la famille royale britannique, c'est beaucoup plus considérable, même proportionnellement. Même si vous avez 60 millions d'habitants au Royaume-Uni, proportionnellement, c'est beaucoup plus considérable. Et il y a d'ailleurs des discussions au Royaume-Uni par rapport au financement. Il y a des petites polémiques, pas très grandes, mais quand même. On a vu au moment du couronnement qu'il y avait des polémiques en ce sens. Chez nous, c'est vidé. Depuis la loi sur les dotations de 2013, les dotations royales en 2013, ce n'est plus un sujet de discussion parce qu'on sait que quel que soit le chef de l'État, qu'il soit un président ou un roi, il y a besoin de frais de sécurité. Il y a besoin de frais de traiteur au moment des visites d'État. Il y a des frais de voyage, il y a des frais, bien sûr, divers que n'importe quel chef d'État, avoir un cabinet, avoir un secrétariat, avoir des jardiniers, avoir des huissiers, dans n'importe quel régime, qu'il soit républicain ou monarchique, bien sûr, cela jouera. Ce qui est peut-être un atout de la famille royale belge, c'est qu'elle n'est pas trop sûre d'elle-même. On a vu aux Pays-Bas, par exemple, une très grande chute de la popularité du roi des Pays-Bas, parce que peut-être qu'à certains moments, elle s'est sentie trop sûre d'elle-même. L'escapade en Grèce, quelques écarts par rapport aux règles Covid, justement un non-renoncement de la princesse héritière au moment de ses 18 ans à une dotation, un non-renoncement à une dotation. Chez nous, la famille royale mesure bien qu'il ne faut pas, être trop sûr de soi et pouvoir aussi exagérer dans les demandes de financement public. Alors, dans son discours, effectivement, le roi Philippe a donné rendez-vous dans 7 ans, c'est ça, pour le bicentenaire de la Belgique. Oui. Donc lui, il est assez sûr. Est-ce que Elisabeth pourrait le remplacer? Est-ce que lui aussi pourra abdiquer? Oh, pas si vite. Abdiquer un jour peut-être, mais je ne le vois pas en 2030. Vous savez, en 2030, la princesse Elisabeth aura 28 ans. Alors c'est vrai qu'elle est populaire, c'est vrai qu'elle a déjà marqué pas mal de points. Son discours à l'occasion de ses 18 ans, elle est passée à l'école royale militaire, elle a défilé d'ailleurs aujourd'hui sous les yeux de son père, elle étudie à Oxford pour l'instant l'histoire, les sciences politiques, parle très bien l'anglais, le français, le néerlandais, pas mal l'allemand également, donc a des compétences linguistiques, mais vous savez, dans 7 ans, elle aura 28 ans. Et le roi ne sera roi que depuis 17 ans, donc je le vois mal abdiquer dans 7 ans, même si c'est une date évidemment qui sera très symbolique en Belgique avec le bicentenaire. Il a évoqué d'ailleurs ces 200 ans dans son discours d'hier, mais je ne pense pas du tout pour annoncer une abdication à l'occasion de ce bicentenaire, plutôt pour essayer d'appeler à penser, à essayer d'avoir une vision entre les jeunes Belges aujourd'hui, entre la génération 2030 comme ils l'appellent, et aussi les autorités, les décideurs politiques en Belgique aujourd'hui pour penser à la Belgique que l'on veut construire
pour 2030. En interne, mais aussi par rapport à des défis qui dépassent largement le pays. Parler du défi climatique, par exemple, qui dépasse largement, bien sûr, les frontières de la Belgique et même de l'Union européenne. Merci, c'était passionnant. Merci à vous d'avoir été en direct, Vincent Dujardin. Merci aux équipes de la RTBF pour ce duplex et surtout à Paul Germain, notre correspondant. Merci et encore très belle fête nationale à tous les Belges.